Alors mon petit bonhomme, ça t'a plu? Parce que moi, j'ai pris des notes. You do every day, you will be a good man. Alors mon petit bonhomme, ça t'a plu? Ouais, bah, c'était un film de chevalier, quoi. C'était sympa, quoi. Parce que moi, Non, mais... j'ai pris des notes. Ok. Tu sors d'une séance de cinéma qui t'a fait voir Les Croisades. T'as fait voyager un petit peu dans le temps et dans l'espace. Un film sur les croisades, donc réalisé par Ridley Scott, le fameux Kingdom of Heaven, un film qui a pas mal divisé et le public et la critique. Film qui a été tourné donc en 2005, et à la base, en fait, notre ami Ridley était absolument pas parti pour faire un film sur cette période. Avec son scénariste William Manahan, ils étaient partis pour faire en fait un remake du film Tripoli. Un film qui aurait traité donc de la Libye, de lutte de pouvoir au sein de ce pays. Mais finalement, à force de discuter avec le scénariste, ils se rendent compte que finalement les croisades ça pourrait être quand même assez cool, d'autant plus que tous les deux ont quelque chose à dire sur cette période. Et finalement, c'est un peu ce qu'on va essayer de raconter aujourd'hui, parler un peu du sous-texte qui se trouve à l'arrière-plan dans Kingdom of Heaven. Un film donc qui s'inscrit dans un contexte, j'aime maintenant vous le dire, hein, les films ont besoin d'être créés, d'être racontés dans une époque historique particulière. Effectivement, parce qu'un film a besoin d'être replacé dans son contexte pour être compris. Quand Ridley Scott s'attaque à Kingdom of Heaven, et donc à parler des croisades, on est en 2005. Or, la gestation, si vous voulez, de son film sur Tripoli, et donc la rencontre avec William Manahan, se fait dans ce contexte-là. Or, dans les années qui précèdent, vous n'êtes pas sans savoir que les Américains sont un petit peu dans une période, dans une séquence historique un peu bouleversée, post-11 septembre. Après les attentats donc, du 11 septembre 2001, les États-Unis se lancent dans une vaste croisade, et là je cite, contre le terrorisme. Ils lancent la guerre contre le terrorisme, et effectivement ils vont intervenir militairement du côté du Proche et du Moyen-Orient. Du côté des terroristes d'ailleurs, les termes employés sont clairement des termes en fait repris du Moyen-Âge, encore plus que du côté américain. Très rapidement, en fait, ils vont parler de croisés pour parler des soldats américains qui viennent intervenir militairement. Intervention militaire, donc, vous le savez peut-être, en Afghanistan en 2001, puis en 2003 en Irak. Et donc, quand Ridley Scott décide de faire ce film, il décide donc de raconter quelque chose qui va se situer en rupture par rapport à cette manière, finalement, d'appréhender la confrontation de civilisation. Ce qu'il faut que tu saches, mon petit loulou, c'est qu'au moment où Ridley Scott va raconter donc son histoire, c'est George Bush qui est président des États-Unis. Et George Bush, en tant que président, il est plutôt dans de la veine interventionniste. Aux États-Unis, tu as le camp des interventionnistes, le camp des isolationnistes, même si bon, les deux ne sont pas aussi strictement divisés qu'on pourrait l'imaginer. Mais Bush, voilà, il est plutôt dans une attitude, il va en tout cas rentrer dans une attitude très nettement volontariste en fait. Il veut que les États-Unis vengent bien évidemment l'affront, et il se sert finalement de ça comme d'un tremplin pour diffuser un modèle civilisationnel. Simplement parce que George Bush est influencé par une école de pensée, une idéologie qu'on appelle l'idéologie néoconservatrice. Alors le néoconservatisme, je ne vais pas te faire l'historique complet parce que c'est un petit peu long et un petit peu compliqué. C'est une idéologie qui naît typiquement dans la gauche américaine, notamment dans des milieux juifs, etc. Mais ce mouvement, en fait, va basculer petit à petit vers la droite en suivant en quelque sorte une perspective qui est celle d'un véritable messianisme démocratique. Chez les néoconservateurs, il y a l'idée que on peut diffuser la démocratie, le libéralisme, et même on doit le faire, parce que c'est le meilleur régime possible et imaginable. Donc peu importe la manière dont on va diffuser le libéralisme, de toute manière, dès lors où on l'installe, il va nécessairement prendre, puisque c'est un bon régime. Donc ça lance les guerres américaines en Afghanistan et en Irak, et ensuite il y a tout le concept de state building, donc de la reconstruction d'État, pour recréer des institutions et évidemment faire pérenniser un État libéral et démocratique.
Or, on va dire que Ridley Scott, il n'est pas tout à fait dans cette veine-là. Lui, ça lui casse un peu les noyaux, probablement, de se confronter à cette vision, finalement, très choc des civilisations. Encore un concept, le choc des civilisations, c'est une idée qui a été développée par Samuel Huntington, un professeur américain, et donc il a écrit un bouquin pour montrer que les grandes aires civilisationnelles sont censées rentrer en conflit entre elles. Donc vous avez bien sûr la civilisation Europe occidentale, États-Unis, les occidentaux, vous avez la civilisation musulmane, donc c'est des concepts, vous voyez, un peu vagues, vous avez les orthodoxes, etc. C'est une théorie qui est quand même extrêmement fragile. D'accord. Et évidemment, ce concept de choc des civilisations, on va voir qu'à travers le film, de même que cette espèce de messianisme démocratique défendu dans les milieux intellectuels américains, vont être battus en brèche par le film de Ridley Scott. Donc faisons un petit résumé très rapide de l'histoire du film. Alors l'histoire du film raconte le parcours de Balian dit Belin. Belin comme les biscuits. Balian. Respire, je sais, ça fait beaucoup d'informations. Tu prends un paquet de M&M's, tu respires un grand coup, voilà. Inspire, expire, voilà, c'est bien. Et moi, je vais parler à l'œil YouTube. Reprenons. Donc, Balian d'Ibelin. Balian d'Ibelin, qui est le fils donc d'un baron d'Ibelin, qui est donc possède une terre en Terre Sainte. Et il va suivre en fait ce père qu'il découvre en croisade, littéralement. Et il va devoir là-bas, il va être plongé, si vous voulez, dans les luttes politiques de la Terre Sainte, du fameux royaume de Jérusalem, où on va découvrir en fait une galerie de personnages extrêmement intéressants, qui sont des personnages historiques, même si évidemment le scénariste et Ridley Scott les ont tordu, réagencé pour que ça tienne debout. Donc on va croiser bien sûr Baudouin, Baudouin IV, donc le roi lépreux, le roi ladre comme on dit au Moyen-Âge, souverain plutôt brillant mais effectivement en plein déclin physique à cause de cette maladie. On va trouver Sibylle, sa sœur, on va également voir Guy de Lusignan qui est le futur roi de Jérusalem. On va croiser également Renaud de Châtillon qui est un gros enculé, gros, hein, lui, on est là pour trancher du musulman, hein, on va revenir un peu dessus, mais lui c'est pas le gars sympa, hein, vraiment pas le gars sympa. Donc voilà, et donc Balian finalement, à travers donc ses luttes politiques, il va être au cœur de tout cela, même si c'est un personnage finalement qui n'a pas une stature aussi gigantesque. Il va surtout marquer l'histoire dans le film, même si c'est un peu moins vrai dans l'histoire réelle. Il va marquer l'histoire pour la défense en fait de la ville de Jérusalem que les musulmans vont tenter de reprendre donc aux chrétiens après la défaite catastrophique de Hattin. Hop, mon bonhomme, reste ici, j'ai pas terminé. Maintenant que j'ai brossé à grands traits l'histoire de ce film, ces péripéties, on va descendre un petit peu plus dans son intrigue, dans ses structures, dans son ADN, pour que tu puisses voir de manière un petit peu plus soulignée, un peu plus appuyée, qu'est-ce qui fait que ce film, finalement, s'oppose à l'idéologie moyenne qui règne aux États-Unis à l'époque. Alors déjà, la première chose qu'il faut que tu remarques, c'est le travail qui est fait sur les costumes. Les costumes, on le sait dans les films, ont tendance parfois, les films historiques, hein, j'entends, ont tendance à être un petit peu approximatifs. Là, au contraire, le travail est plutôt soigné. Alors, je ne vais pas vous faire un descriptif général des différents costumes dans ce film, et notamment des costumes orientaux, parce que alors là, pour le coup, j'y connais pas grand-chose. Par contre, je vous renvoie vers la petite vidéo pas piqué des hannetons que nous a fait notre camarade Histoire Appliquée, qui fait un boulot absolument formidable sur Internet, sur YouTube. Donc, allez voir sa chaîne. Alors, nous, on est la micro-chaîne qui conseille les grosses chaînes, hein, et, on a 3 coups d'avance, c'est méta. Mais vraiment, enfin, le travail qu'il a fait sur Kingdom of Heaven, du coup, et justement en parlant de ces costumes, est hyper intéressant. Donc voilà. Alors, sur les populations locales, il y a autre chose qui est à souligner, c'est le respect également de la civilisation arabo-musulmane, notamment dans les lieux, le bâti, également dans les arts de la table, les soins du corps. On voit que la civilisation du Proche-Orient de l'époque est une civilisation extrêmement avancée, extrêmement raffinée, qui d'ailleurs contraste pas mal avec ce que l'on peut voir de l'Occident de l'époque. Hein. Alors dans la scène, alors toi tu as vu la version courte. Hein. Ouais.
Bravo. Alors, essaye de regarder la version longue de Kingdom of Heaven. Dans la version longue, tu vois une scène qui se déroule dans un château médiéval occidental en France. Et tu peux véritablement regarder le contraste qui existe, même si c'est plutôt riche, on voit des gens bien habillés, etc. On voit quand même un contraste assez important avec ce que tu peux voir comme scène à Jérusalem. À Jérusalem, les intérieurs, c'est vraiment des palais orientaux avec des mosaïques partout, extrêmement raffinés, des petits jardins intérieurs, des costumes en soie. Voilà, on se met bien. Et vraiment, le fait qu'ils aient axé sur cet aspect-là, qu'ils aient détaillé cette civilisation, montre qu'ils avaient quand même un certain respect pour la civilisation orientale dans laquelle se déroule en fait l'essentiel de l'intrigue. C'est également visible, ce respect des populations locales, quand on regarde Balian en train d'administrer ses terres, donc la seigneurie d'Ibelin. Quand il en prend possession, on nous signale tout de suite qu'il règne sur une centaine de familles dans lesquelles on va trouver des chrétiens, des juifs et des musulmans. Donc tout de suite, on voit que le personnage principal, le héros du film, qui incarne en quelque sorte des valeurs de tolérance, va régner sur une seigneurie composée donc des 3 grandes religions monothéistes qui sont censées quand même se haïr un tout petit peu, surtout dans le contexte des croisades. Ce qui est intéressant, c'est que ça nous montre que, effectivement, il y a eu des guerres, des massacres, des tensions, mais surtout que les croisades ne sont pas que faites de cela. Il y a également des rapports entre les individus qui sont des rapports d'amitié parfois, d'un respect mutuel. C'est le cas notamment, de façon historique, entre par exemple Richard Cœur de Lion et Saladin. On sait qu'ils ont probablement joué aux échecs ensemble. En tout cas, il y avait une sorte de respect mutuel entre ces personnages-là. Et donc, c'est rendu dans le film à travers donc cette seigneurie. Moi, je trouve très intéressant le fait qu'ils aient vraiment axé sur les enfants. Les figures d'innocence de façon générale, dans les représentations artistiques, eh bien là, les enfants sont vraiment mis en scène. On ne sait pas s'ils sont chrétiens, musulmans, etc. On s'en fout. Au final, on voit juste le seigneur d'Ibelin, ces gens, et donc cette volée d'enfants finalement qui ne cessent de courir à travers les différentes scènes et qui sont vraiment des visages très positifs, souriants, qui contrastent avec les images que l'on peut percevoir de l'époque, de villages sous les bombes, etc. Donc vraiment, il y a dans Kingdom of Heaven, ce royaume du paradis, un idéal de tolérance, un idéal d'unité finalement de ces différentes populations, et on sent vraiment que Ridley Scott a mis l'accent sur cet aspect-là. Et puis mon petit ami, une scène. La scène du port de Messine, le port, un des grands ports qu'empruntaient les croisés pour se rendre en Terre Sainte. Ces croisés donc empruntent les bateaux, très souvent des bateaux donc, italiens pour se rendre en Terre Sainte. Et ce qui est très intéressant dans cette représentation, alors déjà tu as un port très cosmopolite où tu vois justement des populations musulmanes, parce que les musulmans ne se contentent pas de faire la guerre aux chrétiens et les chrétiens de faire la guerre aux musulmans. Il y a également des échanges commerciaux. Ce qui fait que il y a des musulmans qui sont présents localement. Et on voit donc notre Balian qui arrive sur le port et il voit des gens en train de prier. Donc il demande à un homme de son père qui sont ces gens. Et il lui dit ce sont des musulmans. Et on voit les musulmans en train de se tourner vers la Mecque, en train de faire la prière. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à ce moment-là, Balian a une réflexion. Il dit mais ces prières, elles ressemblent aux nôtres. Et donc on voit que le film est vraiment dans une volonté de montrer davantage les ressemblances, les proximités qui existent entre ces différentes civilisations que les dissemblances. Voilà, c'est vraiment un des accents qui est mis dans le film. Mais évidemment, comme il s'agit d'un film sur les croisades, la question de la guerre doit être abordée et est abordée. Alors, il y a 2 attitudes qui s'opposent. Évidemment, vous avez d'un côté les gens du royaume de Jérusalem, incarnés par Tibérias, qui est le chef en fait des chevaliers proches du roi de Jérusalem. Et de l'autre côté, vous avez l'autre faction, ceux de Guy de Lusignan, qui sont rassemblés sous l'étiquette des Templiers. Alors, il faut savoir, là, un petit point très rapide, dans le film de Ridley Scott, ils ont eu tendance en fait à vouloir séparer très clairement les gentils des méchants. Et de façon générale, les fous fanatiques, ce sont les Templiers. Évidemment que c'est beaucoup plus compliqué dans la réalité historique. Beaucoup de Templiers étaient relativement proches des musulmans, étaient dans une perspective, non peut-être pas de tolérance comme on l'entend aujourd'hui, mais en tout cas d'estime. Alors que là, vraiment, dans le film, ils ont voulu les caractériser. Les méchants, c'est simple, ils sont en blanc, ils ont une croix rouge. Voilà, vous ne posez pas davantage de questions. Mais eux, évidemment, vont incarner le fanatisme. Le fanatisme est très visible, en fait, dans une des scènes du film. Celle où, juste après un raid réalisé donc, par les Templiers contre une caravane de musulmans, il y a une sorte de jugement qui s'opère devant le roi de Jérusalem. Tibérias, donc, qui représente les chevaliers proches du roi,
met en accusation les Templiers. Et là, évidemment, les Templiers se déchaînent, ne cessent d'insister sur le fait que Tiberias est considéré comme un traître pour eux, puisqu'il fait ami-ami avec les méchants musulmans. Et eux, la seule chose qu'ils veulent, c'est la guerre, puisqu'ils ont Dieu avec eux, et de toute façon, ils sont là pour faire ça, pour tuer des musulmans. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve une scène quasi similaire, en parallèle, une scène jumelle, du côté musulman cette fois, dans l'entourage de Saladin. Alors vous avez... juste à la suite donc, de cette confrontation, de ce jugement, le roi de Jérusalem rassemble l'armée pour aller sauver les fesses de Renaud de Châtillon, celui qui a foutu la merde, hein, j'en parlais tout à l'heure, c'est lui qui a attaqué la caravane. Et il veut pas donc que Renaud de Châtillon soit tué par Saladin et que son château soit pris, parce que ça amoindrirait le royaume de Jérusalem. Et donc, le roi décide de partir à la tête de ses troupes pour aller sauver Kérak, donc le château de Renaud de Châtillon. En s'y rendant, donc, il se confronte à l'armée de Saladin. Et finalement, Saladin décide de ne pas lancer les hostilités parce que le roi Baudouin lui a promis que Renaud serait châtié. Et quand Saladin rentre dans son camp, il y a un de ses hommes, un seigneur musulman, qui vient le voir et qui lui demande pourquoi est-ce que Saladin n'a pas lancé les hostilités contre les chrétiens, puisqu'ils ont eux aussi Dieu avec eux. Et Saladin lui réplique que les musulmans n'ont pas eu suffisamment de victoires avant son arrivée et qu'on se demande bien où Dieu était à ce moment-là. Et il lui rappelle que pour faire la guerre, il faut faire attention au nombre de combattants, au point d'eau, etc. Et donc, dans un cas comme dans l'autre, vous avez systématiquement l'opposition du fanatisme religieux à la raison. Et je trouve ça hyper intéressant d'avoir ces deux scènes jumelles qui montrent évidemment que c'est pas tous les chrétiens sont les gentils, tous les musulmans sont des méchants, et vice-versa, tous les musulmans sont des gentils et tous les chrétiens sont des méchants. Et il essaye, même si c'est quand même relativement binaire ce film, hein, dans la caractérisation des gentils, des méchants, il essaye quand même de montrer que dans chaque camp, finalement, ce qui compte, le problème finalement général, c'est le fanatisme. Et avant que tu files mon loulou, reste là, j'ai pas tout à fait terminé, je vais insister sur un dernier point. C'est une parole en fait que va nous dire Baudouin. Il nous dit en fait que tout le monde est le bienvenu à Jérusalem, en dépit finalement de sa religion. Simplement pour une raison, parce que c'est juste. Et je trouve ça hyper intéressant que ce roi finalement qui incarne les États latins d'Orient, ce moment des croisades, insiste sur le fait que il faut trouver en fait un terrain d'entente. Trouver une sorte d'espoir, ce royaume du paradis, hein, ce Kingdom of Heaven, simplement pour contraster justement avec l'idéologie qui est en train de se développer aux États-Unis à l'époque, cette volonté de confrontation de civilisation, de lutte armée. Au contraire, le film a un message qui est beaucoup plus apaisé, un message de paix, qui veut davantage l'amitié que le fanatisme, que la confrontation, que la haine de l'autre. Et donc voilà, je trouve intéressant justement d'aborder ce film. J'espère que toi il t'a plu, que tu t'es vraiment épanoui dans sa contemplation. Alors évidemment c'est un film qui n'est pas exempt de défauts, et ils ont été suffisamment montrés. Cependant je crois que c'est un des meilleurs films malgré tout qui ont été faits sur le Moyen-Âge. Je t'invite à donc voir la version longue, à t'en faire une idée un petit peu plus approfondie, et surtout garde en mémoire tout ce que j'ai pu te dire, parce que évidemment ce sous-texte est très important pour comprendre dans quel état d'esprit était Ridley Scott quand il l'a réalisé. Il venait de faire un film qui parlait de l'armée américaine en 2001, c'était La Chute du Faucon Noir, et peut-être qu'il a voulu un petit peu infléchir sa position pour ne pas se situer dans la continuité des faucons américains, comme on les appelle, hein, ces interventionnistes belliqueux, et ces néoconservateurs qui règnent un petit peu à la Maison-Blanche à l'époque. Donc voilà, alors je vais te laisser, tu as des devoirs à faire, va voir la version longue, et puis on se dit à la prochaine fois. Encore? Oui. Mais vous vivez ici en fait? Ouais, j'habite juste derrière là. Et j'ai jamais te lâché mon gars. Jamais. Jamais, jamais? Jamais. Ah. Super. Super ambiance. Délétère. Je serai là. Salut hein. Au revoir.